exceptionnellement, l'interview va se faire en français. L'invité de ce lundi, Pape Demba Thiam. Pape Demba Thiam est spécialiste en politique économique, industrielle et chaîne de valeur. Entretien avec Alassane Samba Diop qui vient de nous retrouver sur ce plateau. Bonjour et bienvenue Alassane. Bonjour Assata, bonjour à tous les téléspectateurs de ITV. Bonjour également à vous, monsieur Pape Demba Thiam. Bonjour madame. Merci d'être là. Voilà, Pape Demba Thiam, merci d'être avec nous sur ce plateau de ITV. Aujourd'hui, il se déroule en France une rencontre où il est prévu que la France va travailler à relancer les économies africaines. D'abord sur le plan purement politique. Est-ce que ça sied que les pays africains, 17 chefs d'État, aillent autour de Emmanuel Macron pour relancer les économies africaines? Oui, bonjour Alassane, bonjour tous les téléspectateurs, bonjour mes compatriotes. Je dirais même bonjour les Africains, parce que c'est un problème africain qui se pose. À mon avis, ça pose une question d'agenda. Qui maîtrise l'agenda? Les Africains doivent être capables de dérouler leur agenda, définir leurs problématiques, venir poser leurs problèmes et regarder comment ils vont financer leur économie. Et c'est par là qu'ils vont regarder quel type de financement et quel type de partenaire. Il est normal, peut-être convenable pour n'importe quel dirigeant en dehors de l'Afrique d'espérer pousser ses pions en Afrique en définissant son agenda. Mais le problème que ça pose pour nous, c'est que si de notre côté, on ne définit pas notre agenda, on vient répondre aux questions qu'eux se posent, mais nous, nos problématiques, nous ne les avons pas travaillées. Et c'est cette façon d'être à la remorque de l'agenda des autres qui nous pose des problèmes, parce que nous sommes toujours dans la réaction, mais pas dans la proactivité. Oui, mais les gens estiment qu'aujourd'hui, avec la Covid, la France a été durement frappée dans son économie, qu'elle a des difficultés à s'en sortir. Comment ce pays qui a des difficultés aujourd'hui pourrait relancer les économies africaines? La France ne relancera pas les économies africaines. D'ailleurs, c'est une stupidité que de dire que la France va relancer les économies africaines. D'abord, vous avez 54 pays africains, et il y a des Afriques, il y a des économies africaines. Même à l'intérieur d'un pays comme le Sénégal de 210 000 km², il y a plusieurs types d'économies en fonction des potentiels, en fonction de la manière dont on peut transformer l'économie. Donc dire déjà qu'il faut relancer les économies africaines dans une conférence, il ne peut y avoir que des bureaucrates qui ne savent que cocher des cases, qui peuvent imaginer ça. Et je comprends bien pourquoi le président Macron lui-même a décidé de supprimer l'ENA, l'École nationale d'administration, qui est une fabrique de bureaucrates, qui nous a montré ses limites à cause de la pandémie. Moi, je crois que sur le plan diplomatique, c'est peut-être convenable, diplomatiquement parlant, que des gens se rencontrent pour discuter, mais sur le plan opérationnel, je n'en attends absolument aucun résultat, parce que pour résoudre des problèmes, il faut savoir les poser d'abord. Mais est-ce qu'il y a, Pape Demba Thiam, un hiatus entre les dirigeants africains et les populations africaines? Les populations africaines qui veulent un peu couper le cordon ombilical qui lie la France à l'Afrique, mais il y a les dirigeants africains qui le maintiennent. Comment expliquer ce paradoxe entre le haut et le bas? Vous savez, moi je n'ai pas d'a priori en termes de nationalisme, de souveraineté. Moi je suis né français de Saint-Louis. Mon père a fait l'armée française. La France a été pendant plusieurs siècles présente au Sénégal. Je ne crois pas que c'est facile de dire simplement couper le lien pour couper le lien. Ça c'est de l'idéologie. Ça fait le lit des activistes. Moi, je pense que la France, actuellement, du point de vue de son histoire, du point de vue de son implication, fait partie de nos 4 points cardinaux. Maintenant, nous sommes au centre. C'est nous qui devons être au centre de ça. Pour ce qui est des dirigeants, je ne crois pas que nos dirigeants ont jamais compris, ont jamais essayé de comprendre la quintessence des problèmes que se pose l'économie sénégalaise, qui est en grande majorité dominée par des jeunes. Quand j'entends parler d'emploi des jeunes, je me dis, mais il faut parler d'emploi tout court. Parce qu'une économie doit fabriquer des emplois. Il se trouve que notre population est majoritairement une population de jeunes. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est les jeunes qui ont de la vigueur, parce que des vieux comme moi ne peuvent pas sortir protester, mais les jeunes, le moment où le ventre est vide, le moment où il n'y a pas d'espoir, le moment où ils sont complètement éhontés par la situation qu'ils vivent, ce sont ces gens-là qui représentent une véritable opposition et qui vont sortir et il n'y a personne qui peut les arrêter. Donc il faut travailler plutôt à réconcilier l'objectif de diriger qui est de servir son peuple, mais pas d'écouter d'autres qui veulent servir leur peuple en plaçant leurs entreprises. On peut trouver... C'est-à-dire Vous savez, aujourd'hui... Qui l'autre là, les autres sont non, qui?
Les autres, c'est tout le monde. Les autres, c'est les Français, les Américains, les Chinois, les Sud-Africains, tout le monde, les Marocains. C'est normal qu'ils soient intéressés à venir trouver leur beurre en Afrique. Mais c'est nous qui devons avoir une capacité de négociation en fonction de nos intérêts. Mais si nous ne faisons pas nos devoirs du soir pour travailler la situation et présenter nos doléances et nos exigences, mais si quelqu'un veut rentrer chez vous et acheter votre maison à 1 franc et que vous le laissez faire, mais il l'achète pour 1 franc. C'est le commerce qui est comme ça. Donc nous devons avoir une capacité de résistance et cette capacité doit dépendre de notre capacité à appréhender nos propres problèmes. Mais pour ça, il faut que nous ayons la culture de servir nos peuples. Et nous n'avons pas cette culture. La plupart des dirigeants africains se comportent comme des rois. C'est ça le gros problème. Parce que quand on est en république, on sert le peuple. Le peuple ne vous sert pas. Mais lorsque vous avez une situation, même quelqu'un qui n'a jamais été d'une famille ascendante veut se présenter comme un roi, s'invente des noblesses ou des choses comme ça, et ça c'est le complexe de la plupart des Africains. Ils grandissent comme ça, et quand ils montent, ils doivent se comporter comme des rois. Et le problème d'un roi, c'est qu'un roi n'a pas de conseiller, parce que c'est le roi qui conseille ses conseillers. Alors que dans le monde entier, c'est l'expertise qui conseille ceux qui dirigent. C'est dû à quoi? C'est dû à un problème de culture, un problème d'éducation. Est-ce que la façon dont on formate les gens dans les maisons, dans les écoles, fait que dès qu'ils deviennent présidents, ils deviennent des rois? Et pourtant, la plupart d'entre eux sont nés de familles pauvres, comme le président Macky Sall d'ailleurs, qui est fils d'un gardien et d'une ménagère, mais qui vient au pouvoir un peu comme un roi, parce que peut-être l'école l'a mal formaté alors. Je ne crois pas que ce soit seulement l'école. C'est quoi? Moi, ce que je crois, c'est que nous vivons une civilisation d'hypocrisie. Nous vivons une civilisation d'hypocrisie. Moi, j'ai grandi à Saint-Louis, d'une famille où mon grand-père, je descends de Cheikh Omar Foutiyou, et déjà, rien que dans ce cercle-là, il y avait des gens qui se disaient qu'ils étaient nos obligés. Et c'est une des choses qui m'ont révolté en tant que jeune, parce que je me suis dit, comment on peut croire en Dieu et nous dire que nous sommes tous égaux et trouver que nous sommes meilleurs les uns que les autres. Donc, il y avait des gens qui venaient simplement s'humilier eux-mêmes, rien que pour pouvoir avoir de la puissance. Après, vous avez les phénomènes de griotisme qui se sont greffés là-dedans, où on va vous dire des choses que vous voulez entendre parce que vous avez l'impression qu'on vous grandit. Ensuite, cette culture-là, alliée à la culture de la mendicité, où quand on vous dit que vous êtes musulman, vous devez donner l'aumône, il y a des gens qui ont fait de leur spécialité la manière de tendre la main. Donc nous avons une situation où l'assistanat et la mendicité sont devenus des phénomènes culturels. Et lorsque c'est arrivé à une situation où depuis 40 ans, on n'a plus fabriqué de richesses à partager dans ce pays, tout ce qu'on a fabriqué, c'est une situation de mendicité où chacun tend la main. Mais lorsque vous êtes déjà à l'école coranique, à l'âge de 4 ans, 5 ans, quelle que soit votre origine, on vous oblige à aller mendier votre pitance, on a tué votre dignité. Le gros problème au Sénégal, c'est une fabrique de massacres de dignité. C'est la raison pour laquelle vous trouvez des gens qui, moi, quand j'étais petit, on les voyait comme des grands messieurs. Je les vois défiler, mentir, lécher les bottes, ainsi de suite. Mais la mendicité dans les daras, certains l'expliquent autrement. D'autres disent que c'est pour apprendre à l'enfant l'humilité. C'est pour ça qu'on demande aux enfants d'aller mendier. Il y en a qui l'expliquent comme ça. Mais c'est une excellente question, mais madame, il y a la différence entre l'humilité et l'humiliation. Parce que lorsque vous êtes habitué à être humilié, vous ne sentez plus d'humiliation parce que vous êtes habitué à être humilié. Mais la dignité, une personne n'a que sa dignité. Chez nous, moi je me souviens à Saint-Louis, dans les populations, dans l'entourage, quelqu'un qui laissait simplement passer de l'air, vous voyez ce que je veux dire, et polluer l'air, il était capable de se suicider parce qu'il avait détruit son honneur. Mais nous sommes dans une situation aujourd'hui où quelqu'un peut vous mentir, peut vous voler, peut fabriquer des CV, peut tricher, et les gens sont en train de l'accompagner dans ça pour voler de l'argent, ils vous le donnent et vous ne vous occupez même pas de savoir d'où ça vient. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des pères de famille qui vont pousser leurs enfants à sortir dans la rue, amener, leur construire une maison quelque part, un petit terrain, rouler une voiture, l'enfant ne travaille pas, il ne se pose même pas la question. Donc c'est cette situation d'indignité et de promiscuité
qui est la véritable bombe sociale. Mais justement, je voulais une façon concrète. On parle de 450 milliards sur 3 ans pour créer des emplois pour les jeunes. Est-ce que l'économie sénégalaise aujourd'hui est capable de créer de l'emploi? L'économie sénégalaise, si elle est gérée, pensée, organisée d'une manière convenable, peut être même une économie qui accueille des immigrants pour le travail. Nous sommes une surface de quoi? Un territoire de 210 000 km². Nous avons plusieurs fleuves. Nous sommes entourés par la mer, partout. Nous avons des ressources minérales. Nous avons du potentiel agricole. Nous avons toutes sortes de choses sur lesquelles nous avons des lignes de production qui dorment et qui sont insuffisamment exploitées. Je crois que dans une de vos émissions, j'avais donné un exemple. Lequel? Par exemple, quand vous bâtissez une économie, vous la bâtissez sur ses forces. Par exemple, nous avions développé une économie qui était fondée beaucoup sur la transformation des ressources halieutiques. Ça veut dire que nous avons un savoir-faire manufacturier et industriel dans la transformation des ressources agricoles, des ressources halieutiques, on est d'accord. Dans la mesure où la mer ne nous donne plus beaucoup de poissons et beaucoup de produits de mer, mais puisque nous savons ce que vaut le produit de mer sur le marché international qui en demande toujours, puisque nous savons comment le transformer, pourquoi ne changeons-nous pas de source d'approvisionnement en développant un programme monstre d'aquaculture qui nous permette d'irriguer 500 000 hectares d'aquaculture dans tout le pays avec des espèces différentes. Et si même je fais l'hypothèse de 4 personnes employées par hectare, nous créons 2 millions d'emplois. Ce n'est pas compliqué et ça peut se faire rapidement. Il suffit par exemple qu'on ait une cartographie de toutes les zones aquacoles possibles, les mangroves, déterminer des services communs en matière d'écloserie, parce que nous avons besoin de fabriques d'alevins. Développer des systèmes de laboratoire pour contrôler la santé des produits des animaux qui sont en élevage. Déterminer tous les types de services d'appui que nous pouvions donner à des aquaculteurs, ce qui fait qu'ils se concentrent sur ce qu'ils savent faire et sous-traitent les autres activités. Pour que l'État, par exemple, puisse prendre ce leadership, il faut simplement que l'État en fasse une priorité sur le plan politique et de dire que nous, État, nous allons le faire directement ou sous-traiter la fourniture de ces services d'appoint. Mais à ce moment-là, c'est du génie civil, hein? C'est de l'importation d'alevins. C'est toutes des activités que vous développez en grappe et vous les mettez ensemble. Mais en moins d'1 an, vous libérez pratiquement, vous créez 2 millions d'emplois dans l'aquaculture. Et quand je dis 2 millions d'emplois dans l'aquaculture, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que pour créer des emplois aux enfants, il faut aller leur donner des emplois subalternes ou des emplois précaires. Non, quand vous créez toute une filière d'activités intégrées en chaîne de valeur, vous créez de l'emploi durable. Parce que les emplois, vous les trouverez chez les techniciens de laboratoire, c'est chez les gens qui font le filetage, la transformation des produits de poissons en produits prêts à être consommés dans les supermarchés, les gens qui vont fabriquer les éléments qui rentrent dans toutes les chaînes de valeur, vous allez avoir des écoles de formation. Parce que si aujourd'hui l'État décide de dire, pour ne donner que cet exemple, puisque le temps qui nous est imparti n'est pas très grand, si vous dites cela, ça veut dire que même les besoins de formation sont déterminés par les besoins de la chaîne de valeur. Si l'État dit aujourd'hui, nous lançons un grand programme d'aquaculture sur le plan national, ça veut dire que l'État peut positionner déjà pratiquement 500 000 à 1 million de jeunes dans des filières d'apprentissage qui conviennent à tous les maillons de cette chaîne. Donc, vous leur donnez des bourses, parce que si vous décidez de les employer, vous devez leur donner des bourses. Ces 450 milliards, une partie infime peut servir à donner des bourses. Construire des instituts de formation, rien qu'en étudiant les besoins de la chaîne de valeur à tous les points de vue. Comme ça, pendant qu'on est en train de discuter avec les investisseurs, en train de monter ça, nous avons déterminé les besoins de formation. Et lorsque la formation démarre, les installations sont déjà là pour les absorber. Mais Pape Demba Thiam, depuis les soleils des indépendances, les théories comme celle-ci pullulent ou bien sont légion. Le Sénégal est un laboratoire d'idées, les panels sont légion, de même que les conférences, mais il y a un problème de matérialiser tous ces vœux pieux. Tout le monde connaît les ressources naturelles, les enjeux énormes économiques du Sénégal, mais pourquoi pratiquement on ne peut pas les matérialiser?
où le bas blesse-t-il? C'est une question d'homme. C'est une question d'homme, mais avant même d'être une question d'homme, c'est une question de mindset, c'est-à-dire de mentalité. Un pays ne se développe pas par des bureaucrates. Nous avons le complexe des bureaucrates. Depuis les colons, on nous appelait même pour corrompre ceux de nos parents qui rentraient dans l'administration, on avait créé l'école des fils de chef. Et pour quelqu'un qui se met dit chef de chef, c'est quelqu'un qui met une cravate. Mais un bureaucrate est un autiste. Moi, j'ai fait toutes les institutions internationales. J'ai fui la Banque mondiale 7 ans avant ma retraite parce que je n'ai jamais vu une fabrique inconsciente de pauvreté où des gens arrivent qu'en cochant des cases. J'ai même trouvé, la première fois que j'ai failli détaler, je suis arrivé, il faisait une conférence sur la pauvreté. Et il y a quelqu'un qui a dit, oui, mais dans la préparation de la conférence, on n'a pas prévu d'inviter les pauvres, le représentant des pauvres. Donc vous allez prendre un représentant des pauvres pour lui payer un billet business class, lui payer $200 ou $300 de per diem pour venir vous expliquer sa pauvreté. Et ce sont ces gens-là qui vont venir nous donner des leçons qui ne connaissent même pas le terrain. Et nous avons des complexes extraordinaires par rapport à ça parce que beaucoup de gens qui nous dirigent rêvent d'entrer dans ces institutions. Moi, les gens me regardent et me touchent et disent, mais je veux savoir comment quelqu'un peut démissionner de la Banque mondiale. Je dis, mais moi, j'ai une mission. Aujourd'hui que Dieu m'a aidé à mettre ma famille en sécurité, mes enfants en sécurité, j'ai un devoir impérieux et sacré de servir mon peuple et ça, personne ne m'empêchera de le faire. La question, c'est de savoir comment le faire. Et c'est la raison pour laquelle je suis toujours disposé à donner la connaissance gratuitement. Mais maintenant, si on ne veut pas prendre la connaissance, je la donne au peuple gratuitement. Mais vous avez développé, justement, au Ghana, une zone spécialisée qui a permis de créer beaucoup d'emplois. Est-ce qu'il est possible de répliquer ce système ici au Sénégal? Mais il n'y a même pas de discussion avec ça. Je vous donne un exemple. Vous savez, monsieur, vous disiez les théories fonctionnent. Oui. Vous avez créé ce que vous appelez le marché d'intérêt national. Le marché de... Au Sénégal, à Diamniadio. Mais moi, ça me fait rire. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai lancé le concept de marché international du Congo à Kinshasa. Et des gens, des Sénégalais qui étaient dans cette conférence ont entendu l'idée et puis se sont dépêchés de le faire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés construire des infrastructures pour donner du travail à ceux qui les ont construits. Ils ont gagné de l'argent. Mais moi, mon concept de marché international est une plateforme de marché, c'est-à-dire un technopôle pour créer des plateformes d'où convergent des chaînes de valeur pour ouvrir la production, que ce soit la production de produits halieutiques, la production agricole, une production qui est standardisée, qui est normée, de manière à ce que le cultivateur ou l'agriculteur ou n'importe qui travaille ses produits de manière normée avec l'assistance du marché et vienne déposer son produit sur le marché parce que le produit étant normé, il est fongible sur le marché. Donc n'importe qui peut venir le prendre, comme le marché de Rungis. Mais quand un marché comme ça, vous le faites, vous ne pouvez pas décider de dire je le fais à Matam ou à Diamniadio. Parce que ce marché, c'est le barycentre, un point de convergence de chaînes de valeur. Est-ce que vous allez mettre un marché là où, par exemple, vous n'avez pas l'accès à la production? Qui c'est qui va venir s'installer sur ce marché? Les coûts logistiques et tout ce qu'on veut. Donc, on vous vole des idées, on vous écarte de la réalisation de ce programme, on se dépêche de le faire parce qu'il faut créer un circuit qui permette que l'argent coule et que chacun en prenne. J'ai entendu le président Macky Sall dire qu'il faut valoriser le marché. Mais pour valoriser le marché, il y a deux manières de faire. Soit vous déplacez le marché et vous le mettez à l'endroit précis parce qu'il y a ce qu'on appelle en économie régionale des constantes de localisation. Elles ne sont pas décidées de manière bureaucratique. Ou bien, vous dites que bon, c'est foutu, on a déjà mis ce marché-là. Il faut maintenant lui faire jouer le rôle parce que le marché, ce ne sont pas des hangars, ce ne sont pas des frigos. Des produits. Ce sont des produits qui régissent à une fonctionnalité. Si vous voyez le marché de Rungis, ce n'est pas seulement les bâtiments. C'est tout un ensemble d'ingénierie, de chaînes de valeur qui tournent 24 heures sur 24 et qui font que les produits qui arrivent sont normés de A à Z. Si vous le faites, si vous savez que par exemple, vous, au lieu d'être ici chez ITV, vous pouvez développer un certain nombre de produits et que ce produit a un débouché direct, mais vous laissez tout tomber et vous allez le faire. Alors la vocation d'un marché, des plateformes d'intégration de marché, ça sert à ça. Donc, ils ont pris le nom, mais ils n'ont pas pris la substance et la fonction. Mais comment faire pour que les 450 milliards qui seront dépensés ne se retrouvent dans la même logique que depuis Senghor, depuis Abdou Diouf, on a créé des maîtrisards, on a mis en place des agences.
mais qui n'ont rien donné, au fond. Moi, je suis heureux d'entendre, quand j'ai entendu le président Macky Sall dire qu'il a 450 milliards, j'ai dit à ma femme, mais that's a lot of money. C'est presque 1 milliard de dollars. Mais avec la moitié de cet argent, on peut faire un certain nombre d'infrastructures, mettre de l'argent public pour lever des milliards et des milliards de dollars d'investissement étrangers. Donc, la manière de dépenser cet argent est importante. Mais encore une fois, ce qui est important au moins, c'est de savoir que cet argent existe. Et si c'est de l'argent qui existe par l'endettement, nous avons intérêt à faire en sorte que cet argent produise les ressources qui remboursent l'endettement et nous enrichissent. À quoi doit servir cet argent pour que vous dans le même schéma où on met en place FNPJ, on met ANPEJ, on met en place l'ADER, au fond, c'est un trou à sous. Mais vous savez, le président Macky Sall n'a pas été le premier à tomber dans le piège de la bureaucratite. Pour moi, c'est une maladie. Parce que nous sommes un pays où, depuis Abdou Diouf, c'est la première fois que je vois un pays où on fait une promotion d'inspecteur du Trésor à ministre du Budget, de ministre des Budgets à ministre des Finances et de ministre des Finances à Premier ministre. C'est-à-dire que l'administration qui est basée sur le contrôle de gestion ou le contrôle des impôts est devenue la pépinière du gouvernement. C'est du jamais vu. Faut-il tuer l'administration également? Faut-il la tuer? Non. C'est-à-dire, vous avez dit bien administration. Oui. Mais quand vous administrez des processus. Vous ne pouvez pas concevoir dans l'administration que le fait de venir faire des contrôles. Non, il faut produire ce que vous contrôlez. Le problème, c'est que notre administration ne produit pas et s'oppose à toute production. C'est-à-dire, l'administration, ce sont des bureaucrates qui s'opposent au leadership. Or, nous avons besoin de ce que j'appelle des entrepreneurs institutionnels. Mais malheureusement, les gens qui savent... Que signifie entrepreneur institutionnel? C'est quelqu'un qui entreprend comme dans le privé, mais qui le fait dans le cadre d'une institution Autrement publique. dit, un informel, le secteur informel qu'on a bâti ici, peut être un entrepreneur institutionnel. Non. Un baol-baol. Non. Mais parce que la moitié de notre économie est sous le joug de l'informel, il faut... Vous convainquez, vous prêchez un convaincu. Allez-y. J'ai dit moi-même qu'il faut industrialiser le secteur informel, mais je suis très jaloux des prérogatives sur les mots. Parce que quand on dit entrepreneur institutionnel, ça veut dire que vous entreprenez dans une institution. C'est ça que ça veut dire. Mais on risque d'exclure les autres. Mais la majorité, 90%, le secteur économique est contrôlé par l'informel. Oui, mais pourquoi voulez-vous? Donc si vous faites des médecins, si vous dites qu'il faut développer des médecins, vous excluez des ingénieurs. Non, on a besoin de tous ces gens. Je n'ai jamais dit ça. Exactement. Ce n'est pas un jeu en somme nulle. Moi, je dis, on a besoin d'entrepreneurs institutionnels. C'est des gens qui se comportent comme des entrepreneurs en étant dans une institution. Ça, c'est une autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas laisser les entrepreneurs institutionnels. Si vous lisez mes ouvrages et vous regardez tout ce que je publie, je suis un champion de l'informel. D'ailleurs, je vais vous rassurer là-dessus. Moi, j'ai 3 projets au Sénégal qui sont des projets qui bâtissent sur l'industrialisation du secteur informel. Je vous donne un exemple. J'ai le projet qui s'appelle Syntec City. Syntec City doit être le technopôle des industries créatives et des technologies de l'information du Sénégal. Et ça vous regarde. Parce que vous êtes dans la créativité, des industries créatives, vous êtes dans la technologie de l'information. C'est une autopromotion qu'on fait là. Mais on est en train de faire. Non, mais vous parce que le moi et Aïssa, par exemple, pourquoi mais le jeu? Vous faites parce que je parlais de l'informel, par exemple. Mais je parle de l'informel, monsieur. Je n'ai aucun intérêt. Je vous dis une chose, je ne travaille plus pour gagner ma vie. Hein. Sinon, je ne serais pas ici à donner des idées que des gens vendent. Moi, les idées que je donne, les gens disent il est fou, parce que c'est des idées de projets que je vends à des gouvernements. Mais j'en suis plus là, par la grâce de Dieu. Donc, je ne fais pas de l'autopromotion. Si vous pensez que faire de l'autopromotion, c'est me poser des questions sur ce qu'ils ont fait au Sénégal, et je vous donne des idées, à ce moment, il ne faut pas m'inviter. Parce que je ne peux vous donner que les choses que je pense qu'il faut faire. Et je n'ai jamais dit que je le ferai moi-même. Allez-y. Ce que j'ai dit, par exemple, je laisse tomber Syntec City, mais on avait parlé de Saint-Meuble City. Saint-Meuble City, aujourd'hui, si vous avez Diamniadio où vous voulez faire Saint-Meuble City, vous pouvez prendre les 20 000 charpentiers, menuisiers métalliques et tout ça qui sont au Sénégal, vous les amenez au même endroit à Diamniadio, vous leur donnez des ateliers qui sont aux normes, qu'ils payent, hein, je vais arriver, si vous ne m'interrompez pas. Et vous leur amenez maintenant
les services techniques sophistiqués qu'ils ne peuvent pas s'offrir, mais qu'ils peuvent obtenir en services mutualisés. C'est-à-dire qu'ils veulent, par exemple, la découpe de qualité, la conception assistée par ordinateur, avoir du matériel qu'ils commandent en groupage pour avoir les prix. Il y a des services qui le font. Alors, vous prenez tous ces services-là, vous prenez des contractants, des gens qui savent sécher le bois, vous leur dites, écoutez, monsieur, je vous invite à venir investir à sécher le bois, j'ai 20 000 petits clients pour vous. Il n'y a personne qui refuse. Vous dites à quelqu'un, je vais faire la conception assistée par ordinateur, je vous donne 20 000 clients. Donc, vous le faites sur tous les éléments de chaîne de valeur. Monsieur, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 20 000 petits entrepreneurs informels qui arrivent à employer 6 personnes chacun. Ça vous fait 200 000 emplois. Mais quand vous avez 200 000 emplois, vous avez une ville parce que vous avez besoin des services urbains et vous avez besoin de toutes ces choses-là. Alors, qui c'est qui fait un travail comme ça? C'est ce que j'appelle un entrepreneur institutionnel. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui fait le centering, qui amène tout le monde et qui les regroupe ensemble. À ce moment-là, qu'est-ce que l'État va faire? L'État va donner le terrain, l'État va faire les aménagements d'infrastructures, l'État va faire des délégations de contrats de performance à vous, à madame. Moi, je suis prêt à vous laisser la place parce que je suis fatigué, hein? Donc, de toute façon. Donc, et on monte tout ça en grappe et on travaille. Mais vous êtes, ce que je veux que vous me disiez, au lieu de faire la provocation politique, ce que je veux que vous me disiez, c'est me dire qu'est-ce qui cloche là-dedans? Qu'est-ce qui cloche? Dites-moi ce qui cloche, on le corrige. C'est l'entrepreneur, ce sont les noms, parce qu'on n'arrive pas encore à rebaptiser nos noms en corrélation avec nos réalités sociales. Nos réalités sociales font que le tissu économique sénégalais est contrôlé par l'informel. Un secteur, un marchand ambulant qui vend ses habits ne connaît pas ce que signifie entrepreneur institutionnel. Il faut le former. Oui, Oui ou non? mais il n'a pas besoin de l'entendre. C'est-à-dire que l'entrepreneur informel, c'est vous. Non, l'entrepreneur informel, c'est vous, c'est lui. Ah, c'est lui, non, pardon. Oui, mais attends, c'est-à-dire que vous avez un problème de sémantique. Parce que non. Quand on dit entrepreneur institutionnel, c'est par opposition aux bureaucrates. Vous ne me demandez pas à celui qui vend les trucs d'aller prendre la place de Macky Sall. Non. Mais donc Macky Sall doit avoir des entrepreneurs institutionnels qui l'entourent, qui sont capables de comprendre les besoins de ce secteur informel et de les amener à pouvoir travailler avec. Parce que l'intérêt, c'est quoi? C'est que si vous arrivez à attirer, par exemple, mon charpentier, vous l'attirez sur la place de Diamniadio et qu'il sait qu'il a une clientèle extraordinaire et puis il a des machines qui peuvent sous-traiter son travail, mais ce gars, il n'a absolument aucune peur à pouvoir emprunter de l'argent à la banque parce que son circuit tourne. Il n'a pas peur de payer les impôts aussi parce que pour gagner de l'argent là, il va venir sur le terrain et payer les impôts. Et c'est l'intérêt de l'État aussi d'avoir 200 000 personnes qui travaillent là, qu'il connaît, que les banques connaissent et qui vont payer des impôts. Alors moi, j'ai juste une question. Voilà. Pour trancher le débat entre vous et PAS. Donc moi, j'aimerais que vous me donniez un exemple d'entrepreneur institutionnel au Sénégal. Est-ce qu'il y en a déjà au Sénégal? Écoutez, je ne connais pas tout le Sénégal, malheureusement. Je ne peux pas dire que ce travail-là existe. Par exemple, le club des investisseurs, parlons-en. Quand j'ai rencontré le club des investisseurs... Divisé d'ailleurs. Mais lui, c'est un perturbateur. Le club des investisseurs est divisé. Arrête de perturber. C'est le but du jeu. C'est divisé. Oui, le club non, des mais ça, investisseurs. il faut aller au-delà des personnes. Allez-y. Vous savez, on a un problème. Nous avons tellement de problèmes que tout est problème. Et on voit le problème partout. On n'apprend pas à écouter, à s'écouter. Parce qu'on est un peu énervés tous par la situation. Quand j'ai rencontré la première fois le club des investisseurs sénégalais, des gens me disent, nous voulons des idées de projet. Est-ce que on peut vous aider à financer votre projet? Je dis, mais monsieur, moi je suis assis à la finance suisse, je suis un Sénégalo-Suisse, je suis un financier de formation, je sais où trouver l'argent. Je dis, mais mon problème c'est quoi? Où sont les projets viables? Parce que nous sommes dans un pays comme la Suisse, où si vous laissez 10 millions de dollars dans une banque, c'est vous qui payez la taxe. C'est vous qui payez la banque pour garder l'argent. La banque ne vous paye pas d'argent parce qu'on ne sait pas où mettre l'argent. Avant, on prêtait l'argent aux Chinois à taux négatif, c'est-à-dire qu'on leur donnait l'argent pour leur prêter l'argent. Si le Sénégal, un pays comme ça, présente les mêmes dispositions, on amène l'argent. Je dis donc aux gars, moi mon problème c'est comment sortir les projets. Et vous êtes assis ici en me disant,
nous voulons vous financer votre projet. Non, c'est moi qui peux vous apporter l'argent si vous avez des projets. Deuxièmement, je dis par contre, le problème que vous avez, c'est avoir une capacité à amener des projets qui sont bancables. Donc, si vous voulez qu'on collabore dans certains secteurs à définir des projets qui sont viables et à pouvoir dire à l'État, si vous faites ceci, nous faisons cela, nous amenons ceci, nous amenons cela, je dis à ce moment, vous jouez votre rôle d'investisseur. Je dis, moi, je suis venu vous voir pour ça, parce que le travail d'intégration que je fais, je ne peux pas le faire tout seul. En tout cas, l'argent appelle l'argent, comme on dit. Hein. On a notre jour d'argent sur ITV, les mercredis. C'est le jour de l'argent, avec notre rubrique Économia. Merci à vous, Pape Demba Thiam. Je vous remercie. Je m'excuse, je n'ai pas voulu parler en Wolof, parce que sinon, il m'aurait massacré. Merci également à Alassane Samba Diop. Merci. Merci à Papa Delsar. Merci également à tous les journalistes qui étaient de passage ce matin. Merci à toute l'équipe technique, au camérateur, le réalisateur chargé de prod. Merci à la coordination. Merci également à vous, téléspectateurs et internautes d'ITV. On se retrouve demain pour notre numéro de votre matinale d'information.